Bonjour et bienvenue sur le podcast de Do Not Panic. Je suis Pierre Minelli, UX designer et psychologue. Et bonjour, je suis Laetitia Grosjean, Product Mobile Designer. Aujourd'hui, on se lance sur un nouveau format, Let's Talk About, qui va nous permettre d'aborder des sujets aussi variés que le permettent le design. Et aujourd'hui, on va parler d'une session de conférence qui a eu lieu récemment, qui s'appelle Horizon UX. Voilà, alors moi j'ai jamais assisté à Horizon UX, donc je vais poser les questions les plus bateaux du monde pour tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais assisté à ces conférences-là. Donc déjà, Pierre, qu'est-ce que Horizon UX ? Alors, Horizon UX, c'est une création de moi-même et de Quentin Ledoux en partenariat avec l'école multimédia depuis maintenant au moins 2-3 ans. On avait commencé à faire des meet-up, quelques conférences, et maintenant on est sur un format d'une semaine pleine de conférences dans lequel on va traiter une thématique qui est vraiment centrée sur l'UX design, et on va réfléchir autour de cette thématique avec les 3 piliers qui sont forts pour nous, qui sont le design inclusif pour parler d'accessibilité, le design éthique, dans lequel on parlera de privacy, de dark pattern, d'éco-conception, et le design de l'instant, qui nous permet d'aborder les émotions sur lesquelles nos utilisateurs sont sensibles au quotidien. T'as dit que c'était en lien avec l'école multimédia, donc qu'est-ce que c'est que cette école ? Alors l'école multimédia, c'est une école du multimédia, du digital, au sens très large, dans laquelle moi-même et Quentin intervenons. Nous sommes référents de la formation du UX design, et on y retrouve énormément de métiers, de designers, donc du UX designer, de UI designer, de développeurs, de directeurs artistiques, donc tout ce qui fait l'environnement du multimédia et du digital. Et donc dans cette formation du UX design qui nous permet d'apporter à nos étudiants en fin d'année cette ouverture d'esprit, parce qu'on va parler de ces sujets qui sont très importants, qui doivent les faire réfléchir sur leurs pratiques. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'intervient Horizon UX. D'accord. Alors moi, comme j'étais dans le master avec vous, je connais un petit peu, mais pour la francophonie qui nous écoute, l'école multimédia, elle se situe où ? Alors on est situé au cœur de Paris, on est juste à côté de Beaubourg, Arts et Métiers, ce qui nous permet d'avoir des étudiants qui viennent de l'Île-de-France entière et même de la France entière. Puis très fréquemment, on a des gens qui viennent de Reims, de Rennes, de Lyon, même de la Martinique, de la Réunion. C'est ce qui permet d'arriver en plus sur une dernière année, puisque cette année du design était formatrice. C'est plutôt un moment de recueil autour d'une même pratique qui nous permet de rencontrer des gens très divers et variés. Donc si on revient un petit peu sur Horizon UX, tu m'as dit que c'était un format de conférence. Du coup, c'est quelque chose qui a lieu de manière annuelle, biannuelle. Comment ça s'organise cette semaine-là ? C'est des conférences qui reviennent 3 fois par an à des temporalités un petit peu diverses. Donc on peut les retrouver maintenant, ce sera plus fréquemment en fin d'année. Et c'est des semaines entières de conférences avec des professionnels assez variés. N'hésitez pas à rester un peu connecté sur les différents réseaux sociaux pour savoir quand sera le prochain Horizon UX. D'accord. Et du coup, comme c'est dans l'école multimédia, c'est plutôt destiné aux étudiants ou c'est plutôt ouvert à tous ? Alors ce qu'on a voulu faire, c'était que nos étudiants puissent monter en compétences, et donc il y a des off et il y a des choses qui se passent pour tout le monde. Donc bien sûr, du côté off, on a des workshops qui sont faits juste avec eux et des intervenants pour traiter des sujets, donc ces 3 sujets clés, les 3 piliers dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce qui leur permet par exemple d'avoir un atelier de design éthique et de réfléchir sur la pratique qu'ils ont dans leur entreprise et leur manière d'amener le design et d'amener surtout ces questions-là. Donc ça, c'est ce qui se passe un peu en off, et puis à côté de ça, on travaille avec eux pour créer des ateliers qui pourront exploiter afin de stimuler autour de la thématique en question. Donc la dernière, c'était d'accompagner et de convaincre. Donc il y a des ateliers de conduite du changement pour le projet, par exemple. Donc ça, c'est ce qui se passe en off, ce qui vraiment est d'un côté pédagogique, et de l'autre côté, pour tout un chacun, on a donc des conférences et des talks qui sont là pour échanger avec des professionnels sur ces pratiques et leur vision du design au travers de ce prisme de ces trois piliers dont on a cité tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors, pour le moment, on était reparti sur un format à distance qui était facilement visible sur Zoom et en replay sur YouTube. Et prochainement, on reviendra sur des formats en présentiel qui nous permettront d'accueillir des gens et bien sûr de voir aussi ça à distance, puisque le but, c'est d'ouvrir au maximum cette parole. D'accord. Donc ça veut dire que les précédents, je peux les voir sur YouTube si j'ai envie. Ouais,
sur la chaîne de l'école multimédia, et si vous écoutez ou vous regardez ce podcast sur notre chaîne YouTube, il y a une playlist qui est directement accessible depuis la chaîne YouTube des Donut Panic. Alors, on va parler de celui qui a juste eu lieu il y a quelques semaines déjà. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Ouais, c'était il y a peu de temps. Horizon UX là était sur la thématique d'accompagner et de convaincre. La réflexion qu'on a eue avec tous les intervenants qui nous aident à constituer ces événements-là, c'était de se demander, en tant que UX designer, on commence à avoir une place de plus en plus prépondérante dans les projets, et on commence à amener des sujets sur lesquels on nous entend, on nous écoute. C'est des choses qu'on remarque quand on prend la maturité et qu'on investit des projets depuis longtemps. C'est quelque chose qui est un peu plus difficile en tant que jeune arrivant sur ce métier-là, et sur lequel ils vont devoir, bien entendu, se positionner et essayer d'aller changer en fait certaines choses, certaines pratiques, de par les résultats qu'on peut avoir, alors que ce soit en recherche utilisateur, en idéation, dans des tests, on va avoir des retours d'expérience de la part de nos utilisateurs qui vont nous faire prendre conscience que le projet doit soit pivoter, soit se recadrer. Donc quoi qu'il arrive, c'est quelque chose sur lequel on est confronté aujourd'hui. Et on a souhaité donc parler de cela dans différents univers, et surtout pour se positionner, à savoir comment nous, en tant que UX designer, on doit amener nos pratiques à être fortes dans le changement, donc dans le changement au sein d'un projet, savoir se positionner dans ce projet-là, et savoir accompagner les équipes pour que ça se passe de la meilleure manière qui soit, puisque le but, bien entendu, c'est de ne pas créer de nouvelles frictions, bien au contraire, c'est de les apaiser. D'accord. On va rentrer un petit peu plus dans les sujets qui ont été abordés. Qui étaient les intervenants? Comment ils ont réussi à orienter ce sujet-là, l'accompagnement au changement, dans les piliers que tu as décrits juste avant? Alors, la première intervention, pour nous, c'est toujours une intervention très cruciale, c'est celle qui nous permet d'avoir une compréhension de la thématique en question. Donc là, la conduite du changement, donc accompagner, convaincre. On a eu la chance d'avoir Jean-Charles Anglaise qui est venu nous introduire cette thématique pour nous présenter toute son expertise. Donc c'est une personne qui a été product owner, qui a été sponsor d'énormément de projets, que ce soit dans des grandes entreprises ou des institutions françaises. Et son regard a été important, puisque de ce rôle de product owner, de chef de projet, il y a eu énormément de conscientisation de l'avancement d'un projet. On a remarqué, et il nous a fait vraiment prendre conscience, que le rôle du chef de projet, c'est vraiment celui, en phase de cadrage, de se dire, à terme, pour toi, mon client, je vais te proposer que telle chose soit réalisée dans tel cadre de temps, et pour telle somme. Ça, c'est quelque chose, le chef de projet devra s'y tenir pendant toute la durée du projet. Et surtout, s'il va y avoir des choses à réaxer, c'est lui qui devra prendre la parole auprès du client. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, nous, en tant que UX designer, il y a deux choses extrêmement importantes à anticiper. C'est que dès qu'on va avoir une modification de planning, ou alors une modification de l'objet qu'on va réaliser, le chef de projet, le product owner, c'est vraiment la personne à qui on va devoir parler et avec qui on va devoir construire ce changement. Ça, c'était quelque chose déjà qui était crucial à avoir en tête. La deuxième chose qui est cruciale à avoir en tête, c'est que en tant que UX designer, on a des outils qui sont à notre disposition, qu'on utilise dans nos projets pour remonter des informations, pour travailler, faire de la co-conception, des choses comme ça. Et en fait, ces outils-là, ils sont très facilement, on peut très facilement les hacker pour les donner à des chefs de projet et travailler avec eux pour amener ce changement et arriver potentiellement sur un partage, par exemple, de valeurs au sein du projet, ce qui permettra de redéfinir un petit peu si les parties prenantes ne sont pas forcément d'accord. Donc il y a ces deux choses qui nous ont vraiment fait comprendre l'impact en termes de changement et la manière dont on devait le faire. Donc la première est vraiment de travailler communément main dans la main avec le product owner, puisque pour lui, la surprise, c'est le pire ennemi qu'il peut avoir. Et à côté de ça, lui donner des outils et lui faire prendre conscience en quoi on va pouvoir l'accompagner et on va pouvoir l'aider. Ça, c'est des choses que toi, tu as cadrées dans ta pratique? Oui, alors il y a eu pas mal de changements dans mon équipe récemment. Et du coup, il y a un nouveau PO qui vient d'arriver, je lui fais coucou s'il m'écoute, ainsi qu'un nouveau PM.
ouais, qui sont super chouettes, donc Adric et Kevin. Et ouais, pour moi, il faut vraiment fonctionner en binôme avec ce type de métier-là. Parce qu'on n'est pas tout seul, il faut des gens pour nous accompagner et devenir ambassadeurs de nos projets auprès des clients. Et du coup, si on revient sur Horizon UX, je suppose qu'il y a eu d'autres conférences, d'autres personnes qui ont été là, qui ont abordé d'autres types de sujets. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Ouais, dans cette veine, il y a eu plusieurs interventions qui ont eu lieu sur cette thématique-là, qui a été l'aspect de rapport d'étonnement et des outils qu'on peut utiliser par rapport à ça. Alors on l'a vu avec Guillaume Baptiste qui s'intéresse à l'éthique et donc le design éthique qui impacte par exemple l'éco-conception ou la privacy des données, choses comme ça. On arrive sur des sujets sur lesquels le projet doit se positionner. Et pour ça, il faut savoir quelle est la flexibilité et l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir des gens en face de nous. De cette chose qui, à la base, est plutôt de l'intuition ou du ressenti. En fait, on est arrivé derrière à se rendre compte que des outils existent et sont utilisés par d'autres corps de métier. Donc, par exemple, l'OMOC, O-M-O-C, qui nous permet d'analyser le projet dans lequel on travaille. Donc, on a l'outil. L'outil, c'est ce qu'on va créer. On a le métier, donc c'est toutes les personnes qui sont là pour faire que le projet avance. On a la culture, donc la culture de l'entreprise, et on a son organisation. Et donc ces 4 choses, en fait, nous permettent d'avoir un rapport d'étonnement assez clair, de savoir les gens avec qui on travaille, de quelle est leur sensibilité, comment telle personne pourrait impacter le projet, et ainsi de suite. Et en fait, cette puissance que donne le rapport d'étonnement est essentielle pour réussir à amener des changements fondamentaux. Et là, quand on parlait d'éthique, c'est quelque chose que, par exemple, Guillaume Baptiste, lui, fait de manière assez constante pour avoir voilà, cette vue très fine. Alors lui, il va un petit peu plus loin, il va jusqu'aux habitudes, il essaye d'avoir un côté vraiment historique, ou même le langage pour réussir à adapter son discours. Ça lui permet de comprendre toutes les croyances qui sont en place et comment, en tant que UX designer, on va arriver, donner notre message, attendre le changement, et espérer qu'il puisse avoir lieu. Alors ça nous permet vraiment d'anticiper les choses. Donc là-dessus, je pense que ça a été quelque chose d'assez clé aussi à comprendre, surtout quand on aborde des sujets aussi sensibles que peuvent être l'éthique. Je suis bien d'accord avec toi. Il faudra qu'on invite Guillaume d'ailleurs, parce que je me rappelle qu'il m'avait un peu questionné avant Horizon UX pour me demander mon avis sur ça. Et j'encourage beaucoup de tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions sur l'éco-conception, l'éthique et tout ça, n'hésitez surtout pas à du coup contacter Guillaume. C'est un puits de connaissances sur le sujet. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir une conversation avec lui. Et il vient de finir un travail monumental qu'on a un peu construit ensemble, du moins sur son format. Lui, il est vraiment à l'initiative des contenus, mais donc sur la chaîne Discord de notre Panic Design, vous allez dans les toppings et vous trouvez donc le toppings design éthique. Et dans la description de cette chaîne, en fait, on a mis un lien qui envoie vers un Miro dans lequel on a l'ensemble des sources que Guillaume Baptiste utilise, l'ensemble des travaux qui ont été faits avec les étudiants, tous les workshops qu'on a pu faire avec nos étudiants durant Horizon UX en lien avec cette thématique. Ça va vous donner énormément de matière, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que voilà, on veut pas laisser ça dans les tiroirs, on veut vous le fournir. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, puisque c'est des sujets sur lesquels vous devez vous questionner, vous positionner. Je n'irai pas jusque-là, c'est à vous de le choisir, mais vous pouvez pas passer à côté de ces sujets. Donc on mettra le lien du Discord en description. Et du coup, il y a un troisième pilier. Est-ce qu'il y a eu une conférence sur ce sujet-là qui a été abordée et par qui ? Un troisième pilier assez puissant, c'est donc le design inclusif, dans lequel on parle énormément d'accessibilité. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a continué à surfer un peu sur la pédagogie qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis des publics qui vont être impactés par nos conceptions, nos créations. Et pour ça, donc c'était Chloé Béguin qui nous a fait une conférence et un talk là-dessus. Ce qui a été vraiment une ouverture, c'est à partir du moment où elle nous a donné des liens très faciles qu'on pouvait partager avec le projet. Donc je mettrai aussi ça dans la description, mais il y a un lien d'Atalan qui nous amène sur un site qui s'appelle Agisson, un site qui a été construit pour qu'on comprenne les différents handicaps
et la manière dont ces personnes-là peuvent aborder le web. Alors que vous soyez daltonien, malvoyant, malentendant même, que vous ayez des handicaps moteurs. Le site va simuler et essayer de retranscrire à une personne valide toutes ces barrières qui peuvent exister. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel, en tant que UX designer, en tant que designer en tant que tel, vous devez être pédagogue vis-à-vis de votre projet si la thématique de l'accessibilité n'est pas encore vraiment très bien perçue. Allez, après, on peut aller un peu plus loin et puis on peut aller sur du WCAG, du RG2A. Ça, c'est des choses qui sont encore plus techniques. Mais déjà, avoir cette notion-là, c'est extrêmement important vis-à-vis d'un projet pour le sensibiliser. Je vais donner un petit tips au passage parce que j'y pense. Il me semble qu'il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, c'était Domino's Pizza aux États-Unis qui avait perdu un procès parce que leur process pour commander une pizza n'était pas accessible. Et du coup, ils ont perdu un procès face à un de leurs clients. Donc, j'utilise souvent ce procès comme exemple parce que ça montre que, en tant qu'utilisateur simple, ben, vous avez des droits en fait. Et c'est pas parce qu'en face vous êtes face à une multinationale qu'ils n'ont pas l'obligation de vous apporter un service qui se conforte à vous, peu importe ce que vous êtes en fait, peu importe qui vous êtes et les besoins physiques ou autres que vous avez. Ça me fait penser à quelque chose là, ce que tu étais en train de dire, et c'est une discussion. Alors on a un dernier pilier qui était le design de l'instant et qu'on parlait d'émotion, mais en fait on a un peu glissé sur la chance qu'on pourrait avoir en tant que UX designer à prendre en main un rôle qui pour le moment n'est pas vraiment desservi pour nous, et c'est ce rôle vraiment d'accompagner, de l'accompagnement au sein des projets. Et c'est avec Noémie Lecor qu'on a eu cette discussion assez longue mais extrêmement intéressante. Elle nous disait déjà que c'est un endroit qu'on nous attend absolument pas sur ce domaine-là. Nous, on a les clés, on sait comment on peut amener les choses à sortir et arriver à converger, très simplement. Et à côté de cette réalité qui est celle de notre possibilité d'avoir cette main à l'intérieur de l'accompagnement, il y a une réalité aussi des projets sur lesquels on travaille qui est à prendre en considération, et sa vision, je la trouvais assez intéressante. Pour elle, un projet se base sur un point fort parmi une triptyque de points. Il y en a 3, donc c'est soit le business, soit la tech, soit le design. Tout projet actuellement qui est déployé va se renforcer et insister sur l'un de ces 3 points. Et à partir du moment où on arrive dans un nouveau projet et qu'on arrive à déterminer quel est le point fort, est-ce que c'est vraiment le business le point fort, ou est-ce qu'au final le design c'est le point fort, on va savoir comment on va pouvoir être écouté et entendu. Et ça, quand je vous parlais du rapport d'étonnement un petit peu avant, c'est un autre axe de perception du projet sur lequel vous bossez qui est essentiel. Puisqu'à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur un projet où le design, c'est pas ça qui draine l'avancement du produit ou du service, c'est le business par exemple, bah, y a des batailles sur lesquelles vous n'allez pas forcément réussir à monter très rapidement et vous ne serez pas forcément entendu. Et ça, c'est une conscience qui est très importante, surtout quand vous espérez potentiellement parler d'éthique dans un projet qui aurait cette sensibilité, alors que bon, bah, si c'est le business qui tient la chose, ça va être compliqué. Et du coup, je suppose qu'il y a d'autres horizons UX qui nous attendent. Ils ont lieu quand? Comment on peut être informé du prochain? Comment y assister? Alors ouais, il y en a d'autres qui vont arriver. Le prochain, il arrivera en octobre, début octobre. Donc là, pour être informé et rester on fait beaucoup de communication sur LinkedIn ou sur Instagram, donc hashtag HorizonUX, que ce soit par l'école multimédia ou relayé par moi-même. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le prochain sera sur l'UX Writing, et donc voilà, qui est maintenant un métier bien reconnu et sur lequel les UX designers doivent savoir comment se positionner et quels sont les premiers gestes de secours, on va dire, qu'on va pouvoir aborder avant que l'on prenne en main un projet vraiment 100% UX Writing. Donc voilà, c'est la prochaine thématique qui va nous amener à réfléchir sur aussi l'inclusivité. Là, ça va être très intéressant. Encore une fois, on va surfer sur l'éthique et sur le design de l'instant.
Du coup, je suppose qu'il y aura aussi une communication faite sur le Discord du Not Panic. Ouais, bien sûr, vous serez tous invités, donc n'hésitez pas, si vous venez sur le Discord de Not Panic dans la chaîne d'événements, on vous donnera toutes ces informations et les liens pour nous rejoindre en direct. Encore une fois, on restera sur un dernier format à distance. Bah, c'est super, tout ça, ça donne envie. Hein. J'espère. En tout cas, tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, vous allez le retrouver à l'intérieur des conférences et des vidéos qui sont donc sur YouTube. N'hésitez pas à aller regarder les replays pour en apprendre un petit peu plus sur ces sujets-là et vous focaliser sur 3 grosses conférences. Je terminerai juste avec ça qu'on a pu faire. Donc on a fait une conférence sur qu'est-ce que c'est accompagner dans une ESN. Ensuite, on a fait une conférence en se demandant qu'est-ce que c'est qu'accompagner pour un projet d'État. Donc on a parlé avec des personnes qui travaillent chez beta.gouv. Et une dernière conférence qui était directement sur un peu l'histoire de l'accompagnement qu'on a pu avoir nous en tant que UX designer. Donc on est parlé avec Nathalie Rosenberg, on est remonté jusqu'aux prémices du web, vu sa très grande expérience, et comprendre un petit peu comment on a été perçu au fur et à mesure des années et comment on est perçu aujourd'hui. C'est très important d'avoir cette vue-là, au-delà de la vue de votre projet, de votre entreprise. Bah, ça donne envie en tout cas. Je pense que je vais devoir les regarder maintenant, j'ai plus le choix. Allez, à bientôt, on se retrouve sur Discord, sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous rejoindre et à continuer ces discussions et surtout à aller rencontrer toutes ces personnes dont on vous a parlé qui sont bien entendues sur la chaîne Discord de Do Not Panic Design. Merci pour votre écoute, à bientôt. À bientôt, Alicia.